Bonjour et bienvenue sur cette petite vidéo de présentation et lecture. Alors, j'ai été contactée très gentiment, merci Magali, pour vous proposer une vidéo, de présentation de ce que je fais, et de vous lire quelque chose. Alors, j'ai trouvé parmi ma bibliographie un livre qui est à la fois de circonstances, mais à la fois très loufoque, donc qui pourra vous éviter de vous morfondre. Vous allez voir passer mon chat, le célèbre. Je vous le montre dans la vidéo. Le célèbre Général Hux. Oui, il est pas aimable. Donc je suis un auteur, je m'appelle Lisa Giraud-Taylor, donc je suis un auteur, mais aussi j'anime une émission de radio sur une radio locale en Dordogne, tous les lundis à 11 h. Je fais à la fois un panier où je détaille ce que j'aime, littérature, cinéma, musique, séries, peinture, exposition. Et l'autre lundi, alternativement, je fais un MP3, donc en fait je sors des chansons de mon MP3 qui est assez fourni, et je revisite selon le thème que j'ai choisi. Donc cette année c'était les artistes majeurs qui m'ont influencé, donc ça partait de The Beach Boys jusqu'à The Last Shadow Puppets en gros. Voilà, en gros. Sinon, je fais des vidéos YouTube aussi, qui est essentiellement du booktube, comme on l'appelle, c'est vraiment une chaîne à consonance très livresque. Donc je présente les livres que je lis, ce que j'achète, hein. Voilà, et je parle essentiellement de littérature en gros, et je fais des podcasts aussi. Alors les podcasts sont de l'ordre de 4-5 thématiques. Il y en a une auteur où je parle vraiment de mon travail d'auteur, où je réponds souvent à des questions qu'on me pose sur le travail d'écriture. Un autre c'est que la musique, donc ce que j'écoute le mois en cours, que j'ai écouté le mois en cours, et généralement une chanson que j'aime de mon MP3, le ciné, les sorties ciné, alors en ce moment c'est plutôt les films que je vois à la télévision ou que je rattrape, et les séries, et je présente un de mes films cultes. Et sinon, après, c'est lecture aussi, pareil. Voilà, je fais des podcasts, je réponds aux FAQ, enfin je fais des FAQ, je réponds à des questions. De temps en temps, Monsieur le Général Hux, qui a son fan club sur YouTube, apparaît et disparaît. Voilà, donc je suis auteur de 11 ouvrages, livres, qui va de la biographie à la monographie, en passant par les romans au recueil de poèmes et on va dire à une histoire un peu loufoque, puisque j'ai commencé par une monographie sur mon village de Dordogne qui s'appelle Saint-Martial-Vivérolle. Ensuite, j'ai fait partie d'un recueil de nouvelles dont le thème central était sur Facebook, qui rassemblait à peu près une trentaine, je crois, de nouvelles, dont je faisais partie. Et ensuite, j'ai sorti en condensé d'histoires qui s'appellent les aventures de la Smala, qui étaient sur mon blog depuis des années. Donc, à la demande des fans, j'ai rassemblé telles quelles, brutes de décrochage, chants, relecture, toutes les histoires loufoques qui étaient arrivées à la Smala et qui continuent d'ailleurs à leur arrivée, en 2 tomes, pareil. Et ensuite, j'ai sorti un roman, dont je vais vous parler tout à l'heure, qui est une histoire, on va dire, d'amour, de fantômes, un peu loufoque, barré à la Monty Python si vous voulez, à la sauce très écossaise. J'ai sorti après, bon ça c'est un roman bien sûr, donc j'avais sorti Liverpool Connection, aussi un roman d'anticipation qui malheureusement est aussi d'actualité, qui est sorti en 2013, qui parlait d'un virus qui flinguait toute la moitié de la planète. Merci. Merci pour les anticipations, Lisa. J'ai sorti un triptyque, donc un 3 romans qui se suivent, 3 volets sur le devoir de mémoire, donc Karenina, Anne Brera et La Chute de Yann, qui est sortie l'année dernière. Entre-temps, j'ai sorti une biographie sur Louis Gendreau, qui est un poète dramaturge périgourdin, bordelais d'adoption, qui est mort en 1915, sur lequel je travaille toujours. Et ensuite, cette année, j'ai sorti The Rich Cottage, donc le dernier roman qui se passe à Belfast, qui est un roman sur la loyauté, l'amitié, les promesses tenues ou non tenues, et le passé assez mouvementé de cette province. Voilà, donc normalement, on a fait à peu près le tour de ce que j'ai pu faire. Il y en a d'autres qui vont suivre, j'en ai plein dans les tiroirs qui vont suivre, puisque j'ai une planification qui va jusqu'à 2024, donc en gros à peu près 2 par an, ça devrait vous tenir occupé. Donc j'en viens à la lecture. Alors j'ai choisi celui-ci de roman, je vous le montre au lieu que vous regardiez ma bobine tout le long.
J'ai choisi celui-ci, donc ça s'appelle Noble semaine en famille. Et oui, il y a un S à semaine et un S à famille. La photo est une photo que j'ai prise moi. Alors c'est une photo tronquée, hein, parce qu'en vérité elle est beaucoup plus jolie et il y a la fille qui apparaît. Et que j'ai prise moi d'une de mes amies lors d'un shooting. Donc voilà, la robe a été faite par moi, etc. Et ce roman, en fait, est l'histoire de Charlotte, qui est un avocat et le conseil d'un lord, qui est on va dire, entre la hit girl et l'avocate très très réservée, très professionnelle. Donc elle a un côté un peu barré et un côté très très strict. Elle se retrouve dans un château en Écosse à la demande d'un notaire complètement affolé. Et elle se retrouve à gérer donc deux familles, puisque famille, et semaine parce que quand elle arrive, eh bien nous sommes en plein milieu d'une tempête de neige qui était censée être la petite tempête de neige et qui se retrouve être la tempête de neige du siècle qui immobilise tout le pays. Et donc les deux familles vont être confinées, super, avec un notaire, du personnel du château qui sont complètement dépassés, le notaire est sous l'eau, et Charlotte qui est cet avocat du Lord, donc qui est arrivé pour une raison assez simple, vous le verrez tout de suite, qui n'est pas très, comment dire, oh, on va dire qu'elle n'a pas la langue dans sa poche, et qu'elle n'a pas froid aux yeux ni aux fesses. Voilà. Mais évidemment, rien n'est très simple dans mes romans, puisque généralement, je mets toujours quelque chose d'autre, et donc, voilà, Charlotte n'est pas ce qu'elle prétend être, en gros. Voilà. Tout le monde porte un masque, n'est-ce pas? Alors, je vais le lire. Ce que je vais faire, c'est que je vais me cacher derrière. Parce que, voilà, je déteste faire ce genre de choses. J'ai accepté pour Magali, mais je déteste lire. Je le fais en public, mais c'est très très ennuyeux de lire un roman que vous avez écrit vous-même. Parce que, généralement, voilà, je revois certaines choses et je n'ai pas envie de me replonger dans certaines choses, mais c'est uniquement pour vous, donc je vais me cacher derrière. Je vous lis juste l'introduction, parce que je trouve que ça dénote assez bien. Alors sachant, je vous le montre, que cette phrase de Arctic Monkeys, donc qui est I bet you look good on the dance floor, est quand même la chanson qui passait dans ma tête quand j'ai écrit la scène d'ouverture. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que certaines personnes voudraient savoir sur ce roman-là, mais vous ne le saurez jamais. Donc si vous voulez, il y a eu une vidéo qui a été faite, qui est sur YouTube, toujours disponible, sur de Palabre, où j'étais au Jardin des Plantes et où on m'a interrogé sur ce roman. Donc si vous voulez en savoir plus, c'est l'occasion. Allez, je vous le laisse en visu. Oh, voilà, non, comme ça c'est mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va pas être facile pour lire, mais ça va être sympa. Allez, on commence? On commence. Alors, mais qu'est-ce qu'il a encore fait cette fois? Doit-on me déranger à chaque fois que monsieur désire un avenant, un contrat ou se débarrasser d'une grue? Oh, Miss Charlotte, vous voilà enfin, cria la gouvernante en accourant vers elle, visiblement soulagée par sa présence. Toutes les têtes se tournèrent vers la porte d'entrée du château et tous furent éberlués par l'apparition. Charlotte Wilson Carter venait de faire une tonitruante entrée en descendant d'un hélicoptère spécialement affrété pour l'occasion. Elle se trouvait 2 heures auparavant à un déjeuner privé d'à South Kensington où toutes les hit girls et les jeunes gens bien nés s'étaient retrouvés pour fêter son anniversaire en cette fin de mois de novembre. Le bruit des pales était assourdissant, mais elle fit signe au pilote de laisser tourner, sûrement persuadée de repartir aussitôt, avant de claquer lourdement la porte derrière elle. Vêtue d'une longue, échancrée et volumineuse robe de cocktail en plumes signée Carven, oui pour la petite histoire faite sur mesure à Paris, les cheveux savamment décoiffés à plusieurs milliers d'euros par la star des coiffeurs dépêchés en jet privé pour l'occasion, cigarette aux lèvres, gitane sans filtre comme Lord Henry Wilson Carter, feu son grand-père, et bouteille de champagne rosée à la main. Oui, énoncer le prix de la bouteille serait carrément indécent. Charlotte, perchée sur des talons de 12 cm, paraissait encore plus longiligne que d'ordinaire. Belle brune d'1,70 m avait tout ce qu'il faut et fallait pour attirer l'attention. 93, 60, 90. Elle avait une distinction aristocratique, un port de tête noble, à défaut d'être royale, et surtout une grande gueule. Elle était connue, d'après les tabloïds anglais, surtout pour 4 choses. 1.
son nom. Les Wilson Carter étaient des nobles anglais depuis la nuit des temps et avaient servi tous les rois et reines d'Angleterre depuis les premières croisades. 2. Sa plastique, avantageuse, sans être vulgaire. À 35 ans, on ne lui comptait plus ni ses amants, tous riches et célèbres, ni ses trois ex-maris, épousés en moins de 5 ans, aux grandes dames de ses parents, dont un acteur américain, un footballeur anglais et le petit cousin du roi d'Angleterre. Mais point d'enfant. 3. Son franc-parler et un certain manque de tact dans les situations délicates. Elle répondait vertement à toute personne l'importunant, y compris à l'héritier d'une monarchie européenne, d'un peu élégant, allez vous faire foutre, en plein dîner officiel, alors que ce dernier la serrait d'un peu trop près. Et 4. Mais surtout pour son esprit, diplômée d'Oxford, elle était sortie major de sa promotion, avait également été diplômée à Yale et Columbia en droit, économie et sciences politiques. Un des professeurs de Charlotte se plaisait à souligner que Charlotte était l'archétype de la belle plante avec un cerveau qui fonctionne divinement bien. Évidemment, les tabloïds, qui n'en nous loupaient pas une de ses phrases que depuis son adolescence, l'avaient surnommée Sexy Supermine. Une autre de ses particularités était qu'elle n'avait pas froid aux yeux. Et ailleurs, comme le signalait peu élégamment John Clancy, son ex-footballeur de mari, et ne mettait pas de gants pour faire savoir qu'un homme l'intéressait. Si elle avait été un homme, justement, elle l'aurait surnommé Don Juan. Mais en tant que femme, elle passait pour une salope auprès de la plupart de ses consoeurs, jalouse pour la plupart, aigrie pour les plus moches. Ce fut l'effet qu'elle fit à tous en entrant dans le vestibule de ce château du XIIe siècle, construit au beau milieu de la langue écossaise, à quelques dizaines de kilomètres des résidences royales, tous ses attributs dehors avec une dégaine de fêtarde invétérée et en buvant une rasade de champagne au goulot. De chaque côté du vestibule se tenaient 5 personnes assises en rang d'oignons, l'air las. Du côté droit se tenait Madame la comtesse Alison Whitman Burke, épouse du comte Whitman Burke, un des pères du royaume et chevalier de l'ordre royal de Victoria, 65 ans, grande femme maigre et sèche, cintrée dans un tailleur Chanel, droite comme un crayon, les cheveux tirée en chignon et l'air revêche. Fille d'un aristocrate anglais, sa mère était française et descendait d'une grande lignée des maîtresses des rois de France. À sa droite étaient assis respectivement ses 4 fils, Alistair II, donc dit Ali, Philippe, Harry et Andrew. Ali, 35 ans, était le plus connu de tous, joueur de polo et grand séducteur devant l'éternel. Il avait accepté un poste au sein de la société familiale avec un grand aménagement de son emploi du temps qui se résumait donc à des réunions sans intérêt stratégique le matin, du polo l'après-midi et les nightclubs le soir évidemment, avec les plus belles filles à son bras. Il a été marié et était marié avec la fille d'un PDG américain. Il parcourait la vie comme si c'était une immense fête foraine, due au standing évidemment, et collectionnait les maîtresses aussi peu distinguées qu'intelligentes. Grand, blond, musclé, il était le portrait craché de son père et savait jouer de sa séduction, y compris sur sa mère qui le vénérait. Quant à Harry, 33 ans, était aussi beau que son aîné, voire même plus, mais avait une particularité supplémentaire, il était un éternel étudiant. Multidiplômé, il était toujours étudiant à 30 ans passés. Loin de lui l'idée de travailler, il préférait dépenser sa rente mensuelle en voyages, bijoux, vêtements de luxe et sortait avec toutes les hit girls britanniques, les mannequins les plus connus. D'ailleurs, on lui avait prêté une liaison torride avec Kate Moss lors d'un festival de musique et avec quelques starlettes en devenir aux grandes dames de ses parents. Il papillonnait toujours malgré les efforts de sa mère pour lui trouver la perle rare. Philippe, 31 ans, était le plus convenable des 4 frères. Élégant, ponctuel, travailleur, agréablement beau, sans le faire remarquer, il travaillait comme bras droit d'un parlementaire depuis 10 ans. Il avait ses entrées, dues à son travail et à son intelligence, au 10 Downing Street, et l'intelligentsia lui prédisait un avenir radieux en politique. Marié à une fille de ministre, peu gracieuse à tous les égards, il était à la tête d'une famille de 4 fillettes, toutes plus ingrates les unes que les autres, mais il semblait heureux ainsi. Et enfin, Andrew, 30 ans, le plus gracile, discret et agréable des 4 frères. Littéralement couvé par sa mère depuis une méningite à 9 ans, il s'était adapté de son statut de malade chronique et sa vie se résumait aux œuvres caritatives de sa mère qui ne le quittait pas d'un regard. Faussement connu pour être un léger autiste, Andrew était surtout transparent.
Pourtant, interroger ses professeurs et ses gouvernantes dressaient de lui un portrait plus flatteur. Il le disait brillant, sensible, intelligent, doué pour les arts et d'une drôlerie étonnante, bien loin de ce rôle auquel le cantonnait sa mère et dont il semblait s'accommoder. Aucune petite amie connue, même platonique, n'avait été évoquée depuis son adolescence, ce qui alimentait les rumeurs les plus diverses. De l'autre côté du vestibule se tenait une femme d'une bonne cinquantaine d'années, ordinairement habillée et visiblement mal à l'aise, avec de très beaux traits et des beaux yeux verts bien maquillés. Elle regardait le sol en pierre taillée et soupirait à intervalles réguliers. Ses 4 fils étaient assis à sa gauche, respectivement Sean, Patrick, Fergus et Johnny, complètement inconnus de toutes les personnes présentes, sauf Charlotte, qui connaissait leur vie dans le moindre détail. Sean, 35 ans, était l'aîné, diplômé de l'université de Dublin en littérature anglaise. Il tenait désormais un café à Cork et avait été marié avec son ami d'enfance. Divorcé récemment, contre l'avis de sa famille, il vivait avec sa serveuse et songeait à se remarier. Brun, fin, possédant de très beaux yeux bleus, il ressemblait à un portrait peint par Bronzino. Il ne marquait pas son âge et on l'eût cru sorti tout droit de l'adolescence. Patrick, 33 ans, était brun aux yeux marrants, avec un charme indéniable et un sourire à se damner. Pêcheur en mer du Nord, ayant quitté l'école à 16 ans, il ne rentrait pas souvent chez lui et vivait donc un mariage étrange avec sa voisine d'enfance. 4 enfants étaient issus de leur union, tous blonds ou roux et aux yeux bleus. Il était le seul à parler gaélique avec sa mère. Fergus, 31 ans, était le beau gosse de la famille. Indiscipliné, coureur égoïste, il avait réussi à obtenir son diplôme en charmant le jury. Véritablement aimant à fil, il était propriétaire d'un pub à Dublin, dans le quartier à la mode, et profitait de ces éphémères rencontres pour éviter le mariage. Sa mère ne comprenait vraiment pas son attitude, mais c'était son préféré, car celui qui lui ressemblait le plus physiquement. Enfin, Johnny, 30 ans, d'une beauté discrète mais fascinante, pilier de la famille, il y avait suppléé l'absence de son père qui parcourait l'Irlande et l'Angleterre comme représentant d'une société de construction de matériaux appartenant à un comte anglais, et pour cause, veuf avec 3 enfants, 3 garçons, il avait repris une épicerie à Limerick avec sa maman. Il restait discret sur sa vie privée et seule sa passion pour les chevaux le distrayait un peu. Lorsque Charlotte les aperçut, elle sut. Alistair Whitman Burke était mort. Bordel, pourvu qu'il ait été seul, se dit-elle, sachant l'inclinaison qu'avait Alistair pour les filles faciles. Voilà. Donc ça, c'était l'introduction du livre, donc Noble semaine en famille. J'espère que ça vous a donné envie, sachant que eh bien, vous avez à peu près 280 pages à savoir ce qui va se passer. Voilà. La hit girl multidéverbée qui débarque avec les 8 fils du comte confinés pendant quelques semaines sous une tempête de neige. Un chien dans un jeu de quilles. Allez, prenez soin de vous en attendant. Au revoir.